Chapitre 4. Le miroir. Cette nuit-là, dans un autre de ces curieux rêves lucides, je revécus un événement passé, mon éprouvante rencontre finale avec la sorcière celte que j'avais affrontée dans le comté, aux côtés de Bill Orquite. La sorcière courait devant moi, dans les taches de lumière projetées par la lune, mais je gagnais du terrain. Je préparais ma chaîne d'argent, sûr que je réussirais à l'entraver. À l'instant où j'allais la lancer, ma cible se déporta sur la gauche, de sorte qu'un arbre s'interposa entre elle et moi. Une forme trapue se dressa alors devant elle, Bill Orquite. Elle le heurta de plein fouet. Il tomba. Elle ne vacilla qu'une seconde, reprit sa course, plus rapide que jamais. Elle était en espace découvert à présent et fuyait vers un tumulus. Je m'apprêtais à lancer de nouveau ma chaîne quand un éclair m'aveugla. La silhouette de la sorcière se découpa brièvement comme une ouverture ronde et lumineuse. Contre une ouverture ronde et lumineuse. Puis, d'un coup, ce fut le silence et l'obscurité. Je stoppais net, hors d'haleine. L'air était chaud, immobile. Puis des flammes clignotèrent le long d'une paroi rocheuse. Des chandelles noires venaient de s'allumer. Je distinguai une petite table et 2 chaises de bois. J'étais à l'intérieur du tumulus. J'avais franchi la porte magique à la suite de la sorcière, et elle était là, une expression de colère sur le visage. Je respirai profondément pour retrouver mon calme et ralentir les battements désordonnés de mon cœur. Quelle sorte d'idiot es-tu pour me suivre dans ma maison m'interpella la créature. Vous vous exprimez toujours en vers répliquai-je dans l'espoir de distraire son attention. Cela réussit. Elle n'eut pas le temps de répondre car, tout en parlant, j'avais projeté ma chaîne qui la cligota de la tête aux pieds, lui fermant la bouche et la jetant à genoux. C'était un lancer parfait. J'avais immobilisé la sorcière. Je n'avais pas sorti d'affaire pour autant. Il n'y avait aucune trace de porte. Comment allais-je sortir du tumulus? J'étais peut-être emprisonné dans cette caverne pour toujours, incapable de me réveiller. Cette idée me terrorisait. J'inspectai soigneusement l'intérieur de la salle, fis courir mes doigts sur la paroi par laquelle j'étais entré. Je ne sentis pas la moindre rainure. J'étais dans une grotte étroitement close, Orquite était dehors, j'étais pris au piège. Avais-je entravé la sorcière ou était-ce elle qui m'avait entravé? Je m'accroupis près d'elle et plongeai mes yeux dans les siens. J'y lus une lueur amusée. La chaîne lui retroussait les lèvres sur les dents, ce qui lui donnait une expression mi-souriante, mi-grimaçante. Il fallait que je l'interroge, qu'elle me dise comment sortir de là. Il fallait que j'écarte de sa bouche la chaîne qui l'empêchait de parler. Mais je ne devais pas le faire car je me rappelais ce qui était arrivé ensuite. La part consciente de mon cerveau, celle qui savait que je rêvais, luttait désespérément pour prendre le contrôle. Non, je ne devais pas faire ça. Seulement j'étais prisonnier du rêve, obligé de revivre les mêmes choses, de courir le même risque, obligé d'écarter la chaîne, et je le fis. La sorcière entama aussitôt la récitation d'une formule de magie noire. S'exprimant en ancien langage, elle marmonna 3 phrases rapides, en vers. Puis elle ouvrit largement la bouche et un nuage de fumée en jaillit. Sautant sur mes pieds, je reculai vivement. Le nuage s'élargissait, dissimulait le visage de la créature. À mesure que la brume s'épaississait, elle prenait une forme effroyable, des ailes couvertes de plumes noires, des serres ouvertes, un bec redoutable. Elle devenait un immense corbeau noir. La bouche de la sorcière était un portail ouvert sur l'obscur, et ce qui en sortait, c'était la Morrigan. L'oiseau était gigantesque. Il se distordait de façon grotesque. Le bec, les pattes, les griffes s'allongeaient démesurément par rapport à la tête et au corps. Quand les ailes se, quand les ailes se déployèrent à leur tour, jusqu'à en remplir tout l'espace, elles se mirent à battre violemment, frappant les parois, renversant la table qui se brisa. Les griffes se tendirent vers moi. Je n'eus que le temps de plonger à terre. Elles raclèrent le rocher au-dessus de ma tête, y creusant de profonds sillons. La panique m'envahit. J'allais mourir ici.
Puis, peu à peu, je retrouvai mon sang-froid. L'assurance prit la place de l'effroi et la colère. Par un acte délibéré, avec une vitesse qui me surprit moi-même, j'avançai vers la Morrigan, libérai la lame rétractable de mon bâton et la balançai de gauche à droite. Elle trancha profondément la gorge de la créature, traçant une ligne rouge vif dans ses plumes noires. Un cri atroce s'éleva. La Morrigan se convulsa, se contracta, rétrécit rapidement jusqu'à n'être pas plus grosse que mon poing. Puis elle disparut, ne laissant derrière elle que quelques plumes noires tachées de sang qui flottèrent un instant dans les airs avant de retomber doucement sur le sol. De nouveau, je voyais la sorcière. Elle secoua la tête, une expression de total ahurissement sur le visage. « C'est impossible !» gémit-elle. « Qui es-tu pour être capable d'une telle chose ?» « Mon nom est Tom Ward, » répondis-je. « Je suis apprenti épouvanteur et ma tâche est de combattre l'obscur. » Elle eut un sourire sinistre. « Eh bien, tu as mené ton dernier combat, Tom Ward. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. La déesse sera bientôt de retour. Elle ne t'accordera pas une seconde chance. » Je regardais les plumes ensanglantées qui tapissaient le sol. Puis je plongeai mes yeux dans ceux de la sorcière, m'efforçant de ne pas cligner des paupières. Nous verrons bien. La prochaine fois, je détacherai sa tête de son corps. Je bluffai, bien entendu. Mon aplomb était fin. Il me fallait persuader cette créature de m'ouvrir la porte du tumulus. « Ne viens jamais dans mon pays, m'avertit-elle. La Morrigan est bien plus puissante là-bas. Elle se vengera, elle t'infligera des tourments que tu ne peux même pas imaginer. Quoi qu'il arrive, ne t'approche pas des rives de l'Irlande. » Je me réveillai en sueur, le cœur battant, soulagé de constater que l'aube se levait. Je me rappelais ces jours sombres passés sur l'île de Mona, dans une lutte incessante pour survivre. Là-bas, c'est l'épouvanteur qui avait été la proie d'horribles cauchemars. Par chance, il en était libéré à présent. Mais j'avais, semble-t-il, hérité de cette malédiction. Je n'avais plus que rarement une nuit paisible et sans rêve. Retournant en esprit dans le comté, je me refis de mémoire le récit de ce qui était arrivé ensuite. J'avais conclu un marché avec la sorcière. Si elle m'ouvrait la porte magique, je promettais de la laisser partir libre à la condition qu'elle quitte le pays et retourne en Irlande. Mais une fois à l'extérieur, je ne l'avais pas sitôt libérée de la chaîne d'argent que Bill Orquite lui jetait son poignard dans le dos, la tuant sur le coup. Puis, il lui avait arraché le cœur pour la faire dévorer par sa chienne, s'assurant ainsi qu'elle ne reviendrait pas de la mort. Il était donc impossible que cette sorcière soit là, en Irlande, à réclamer vengeance. Je tâchais de m'en persuader, mais je restais profondément mal à l'aise, comme si quelque chose sorti de mon cauchemar m'avait suivi et se tenait tapis dans la chambre. Soudain, venu du coin le plus éloigné de la pièce, près de la porte, je perçus un léger bruit. Une souris? Un rat? Je prêtai l'oreille, mais je n'entendis plus rien. Je m'étais fait des idées. Puis cela recommença. C'étaient des pas, accompagnés d'un autre son qui m'emplit de terreur, le sifflement caractéristique du bois qui brûle. Je me rappelais aussitôt l'une de mes pires expériences depuis que j'étais apprenti épouvanteur. Ce bruit annonçait l'approche du malin, dont les sabots fourchus roussissaient le plancher. À l'instant où je m'attendais à voir surgir le démon à côté de moi, les sifflements se turent, l'odeur de brûlé s'atténua. Dans le silence revenu, je laissai passer un long moment avant d'oser sortir du lit. Enfin, rassemblant tout mon courage, je me levai et pris ma chandelle pour examiner le sol. La dernière fois que le malin s'était manifesté ainsi, il avait laissé de profondes marques dans le bois. Ici, elles étaient beaucoup plus légères, mais parfaitement reconnaissables. 4 sabots fourchus avaient marché vers mon lit. Sans bruit, pour ne pas réveiller la maisonnée, j'allai chercher Alice et l'épouvanteur et les ramener dans ma chambre. Mon maître se contenta de secouer la tête. Alice eut l'air épouvanté. « Pas de doute, petit, dit John Gregory. C'était bien le malin. Je croyais que cette fiole devait le tenir éloigné. Alice tendit la main. « Laisse-moi l'examiner de nouveau, Tom. » Je la lui donnai en expliquant à mon maître. Quand nous avons affronté le premier jaboteur, je suis tombé dessus. Elle est fêlée, mais Alice pense que ce n'est rien. « Je n'en suis pas si sûre, dit-elle, la mine inquiète. Elle passa le doigt le long de la fêlure. Quand elle me le montra, il portait une légère tache de rouge. Ça fuit à peine, mais la fiole ne contient que 6 gouttes de sang. Sa capacité de tenir le malin à distance diminue lentement. Le temps joue contre nous. Elle n'avait pas besoin d'en dire davantage. À mesure que le pouvoir de la fiole s'affaiblirait,
le malin s'approcherait de plus en plus. Il finirait par m'emporter vers l'obscur, détruisant Alice en même temps pour la punir de m'avoir aidé. Nous pensions avoir un large délai pour nous débarrasser du malin, dis-je à mon maître. Maintenant, cela devient urgent. La fiole peut perdre son efficacité d'un moment à l'autre. Je me tournai vers Alice. Si tu essayais encore une fois de contacter Grimalkin. Je vais faire de mon mieux, Tom. J'espère seulement qu'il ne lui est rien arrivé. L'épouvanteur ne fit aucun commentaire, mais son expression lugubre en disait long. De son point de vue, c'était une mauvaise chose. En nous plaçant sous la protection de la fiole de sang, nous étions complices de l'obscur, et la fiole n'était plus fiable. Sans l'aide de Grimalkin, le malin s'emparerait de moi, d'Alice, et même de l'épouvanteur s'il tentait de s'interposer. Mais en demandant l'aide de Grimalkin, nous utilisions de l'obscur une fois de plus. Je savais qu'il se sentait piégé, compromis, et cela par ma faute. La nuit avait été froide, sans un souffle de vent, et quand nous partîmes vers le Kerry, une épaisse couche de givre blanchissait le sol. Les sommets enneigés scintillaient au loin sous les premiers rayons du soleil. Cette nuit, Alice avait de nouveau utilisé un miroir pour contacter Grimalkin, en vain. « J'essayerai encore, Tom, » assura-t-elle, « mais j'ai si peur. Si la fiole se brise ?» L'épouvanteur, la tête tournée vers la fenêtre, regardait les chiens galoper à côté de la voiture. Il n'y avait rien de plus à dire, rien de plus à faire. Si Grimalkin ne répondait pas bientôt, notre sort serait scellé. La mort nous attendait avec son éternité de tourments. Au bout d'une heure, nous fûmes rejoints par une petite troupe de cavaliers en armes, vêtus de tuniques vertes, venus nous escorter. Ils se placèrent de la part et d'autre de la voiture, 2 à l'avant et 4 à l'arrière. Nous continuâmes vers l'ouest toute la journée. La route grimpait de plus en plus haut, et les montagnes se découpaient contre le ciel bleu pâle. « Voici Kenmare, où j'habite, » dit Shay. « On y est à l'abri des mages. Ils ne nous ont jamais attaqués jusqu'à présent. Ma maison est à l'ouest, à la lisière d'un bois. » La demeure de Shay se révéla être un élégant manoir bâti en E. Chaque aile comportait 2 étages. Les portes étaient massives et des volets fermaient toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. Un haut mur d'enceinte protégeait l'ensemble de toute attaque. On le franchissait par un portail en fer forgé, tout juste assez large, pour laisser passer notre véhicule. Des gardes armés patrouillaient à l'intérieur et à l'extérieur. Shay se montra un hôte parfait et le repas du soir fut excellent. « Eh bien, que pensez-vous de votre verte contrée ?» nous demanda-t-il. « Ça me rappelle le comté d'où nous venons, » dis-je. « Il est tout aussi vert. » Son visage s'illumina. Ma réponse lui avait plu. « Oh, c'est un pays troublé où vit un peuple fier mais généreux, » ajouta-t-il. « Néanmoins, l'entremonde n'est jamais bien loin. »« L'entremonde » l'interrogea l'épouvanteur. « Qu'entendez-vous par là ?»« C'est là que résident les héros morts d'Irlande, attendant une chance de se réincarner. » Mon maître acquiesça d'un signe de tête trop poli pour exprimer sa véritable pensée. Nous étions des invités, et notre hôte se montait fort accueillant. Par ces termes, sans doute Farrell Shay désignait-il l'obscur. Je ne connaissais rien aux héros irlandais, mais il était notoire que les sorcières mortes étaient revenues de l'obscur pour habiter de nouveau notre monde. Alice intervint narquoise. « Nous, on n'a pas de héros, vivants ou morts, dans le comté, rien que des épouvanteurs et leurs négos d'apprentis. » L'épouvanteur fronça les sourcils, mais je me contentais de sourire, je savais qu'elle me taquinait. S'adressant à Farrell Shay, mon maître demanda. « Parlez-nous de vos héros. Nous sommes étrangers, nous aimerions mieux connaître vos traditions. » « Si je vous faisais une recension complète, j'en aurais pour plusieurs jours, » s'amusa Shay. « Je vais donc vous conter l'histoire du plus grand de tous, Cuchulainn, ou Cuchulain. Cuchulain, c'est plus rigolo. Également appelé le chien de Culane. Dans sa jeunesse, il se battit un jour à main nue contre un énorme molosse. Mais c'est ce qui lui valut ce surnom. Il se tua en lui fracassant le crâne contre un montant de porte. Il était d'une force peu commune, aussi adroit à la lance qu'à l'épée, mais il est surtout connu pour la furie avec laquelle il se lançait dans la bataille. Ses muscles enflés, l'un de ses yeux s'enfonçait sous l'arcade sourcilière, tandis que l'autre saillait hors de son front. Certains prétendent qu'en combat, le sang lui sortait de la peau par tous les pas. Selon eux, il était simplement éclaboussé du sang de ceux qui l'avaient battu. Il défendit Satanata à la maintes occasions, remportant de grandes victoires dans de multiples circonstances, mais il mourut jeune. « Quelle fut sa fin ?» s'enquit l'épouvanteur.
Des sorcières lancèrent sur lui une malédiction qui lui dessécha l'épaule et le bras gauche. Sa force en fut réduite de moitié. Malgré son handicap, il continua de se battre, prenant la vie de nombreux adversaires. Son sort se décida lorsque la Morrigan, la déesse du massacre, se retourna contre lui. Elle l'avait aimé et il avait repoussé ses avances. Elle se vengea. Affaibli par un sortilège, il fut mortellement blessé au ventre et ses ennemis lui tranchèrent la tête. Maintenant, il attend dans l'entremonde le moment de revenir pour sauver de nouveau l'Irlande. Nous achevâmes notre repas sans rien dire. Le récit de la mort de Cuchulain avait attristé notre hôte, et l'épouvanteur semblait perdu dans ses pensées. Pour ma part, l'allusion à la Morrigan m'avait mis mal à l'aise. Alice me lança un coup d'œil où la raillerie avait fait place à la peur. Elle savait quelle menace la déesse représentait pour moi. Enfin, l'épouvanteur brisa le silence. « Ce que vous dites de cet entremonde m'intrigue. Vos sorcières utilisent des portes magiques pour entrer dans ces anciennes sépultures que sont les tumulus. Sont-elles également capables de pénétrer dans l'entremonde ?»« Oui, le font fréquemment, » répondit Shay. « On appelle aussi l'entremonde les collines creuses, et les tumulus en sont des portails. Mais les sorcières elles-mêmes n'y restent pas longtemps, c'est un lieu trop dangereux, bien qu'on y trouve des refuges, des cides. Ou les cides, je ne sais pas comment on le prononce. Des yeux humains les prendraient pour des églises, alors que ce sont des forteresses capables de résister même à l'assaut d'un dieu. Mais le cide est un domaine réservé. Seuls les héros méritent d'y entrer, n'importe qui d'autre serait détruit aussitôt, corps et âme. » Ces mots firent ressurgir dans ma mémoire l'image de mon cauchemar récurrent. Poursuivi par la Morrigan, je fuyais vers un refuge qui ressemblait à une église. Était-ce un cide ? Mes rêves commençaient à prendre sens. M'enseignait-il des connaissances dont j'aurais besoin dans l'avenir ? « Tel est le but ultime des mages, voyez-vous, » reprit Shay. « Ils espèrent obtenir de Pan assez de pouvoir pour prendre un jour le contrôle de l'entremonde. Et il y a là les éléments qui les doteraient d'une puissance inimaginable. »« Quel genre d'éléments » demanda l'épouvanteur. « Des sortilèges de magie noire ?» Probablement, mais aussi des armes fabriquées par les dieux eux-mêmes, un marteau de guerre forgé par Héphaïstos, dieu forgeron, y serait caché. Lancé, il ne manque jamais sa cible et revient toujours dans la main de son maître, Doulan, le boucher, aimerait s'emparer d'une telle arme. L'épouvanteur remercia notre hôte pour toutes ces informations, et la conversation dévia vers le travail de la terre et l'arrachage des pommes de terre. Après 2 années difficiles où la maladie avait attaqué les plants, une mauvaise récolte entraînerait la famine. Je me sentis coupable d'avoir été aussi bien nourri depuis notre arrivée en Irlande, alors que les gens d'ici souffraient de la faim. Le voyage nous avait fatigués, et nous montâmes nous coucher de bonne heure. Alice occupait une chambre voisine de la mienne pour rester sous la protection de la fiole de sang, tandis que l'épouvanteur était logé de l'autre côté du couloir. Je commençais à me déshabiller quand je perçus un murmure de voix. J'entr'ouvris ma porte et regardai au dehors. Il n'y avait personne. Je franchis le seuil, le murmure reprit. Ça venait de la chambre d'Alice. À qui parlait-elle ? Je m'appuyai contre le bâton pour mieux écouter. C'était bien la voix d'Alice, mais je n'en entendais pas d'autre. Elle semblait psalmodier plutôt que tenir une conversation. J'ouvris la porte et pénétrant dans la pièce sur la pointe des pieds, la refermai sans bruit derrière moi. Alice était assise devant le miroir d'une table de toilette, le regard fixé sur la surface de verre. Près d'elle brûlait une chandelle. Cessant de chantonner, elle se mit à articuler quelque chose en silence. Certaines sorcières écrivent sur les miroirs, d'autres utilisent l'art de lire sur les lèvres. Alice tentait sûrement de contacter Grimalkin. Mon cœur s'accéléra quand un autre visage remplaça celui d'Alice dans le miroir, un visage de femme. Dès que je me fus un peu avancé, je reconnus avec soulagement Grimalkin. Alice avait enfin établi le contact. Une bouffée d'espoir me gonfla la poitrine. Je quittai la pièce en refermant silencieusement la porte derrière moi. De retour dans ma chambre, je m'assis sur une chaise et attendis. J'étais sûr qu'Alice viendrait bientôt me rapporter leur conversation. Je me redressai soudain avec un sursaut. Je m'étais endormi. La nuit était noire et ma chandelle avait presque entièrement brûlé. Cela m'étonna qu'Alice ne fût pas venue. Peut-être s'était-elle endormie elle aussi. Nous avions voyagé pendant 2 jours, et nous étions tous deux épuisés. Je me déshabillai donc et me mis au lit. Un coup léger à ma porte me réveilla. Je m'assis. Le soleil passait à travers les rideaux. La porte s'entrouvrit. Et Alice apparut, souriante. « Encore au lit paresseux ? On va être en retard au petit déjeuner. Je les entends déjà bavarder. Tu sens cette odeur de bacon ?» Je lui rendis son sourire. « Je te retrouve en bas. » Ce n'est qu'une fois qu'Alice partit, alors que je commençais à m'habiller, que je m'étonnai. Elle n'avait fait aucune allusion à Grimalkin. C'était trop important pour qu'elle repousse le moment de m'en parler. Avais-je rêvé la scène du miroir ?
Mais mon maître m'avait renseigné l'art de distinguer le rêve de la réalité. Face aux sorcières et aux autres créatures de l'obscur, un épouvanteur doit savoir où il en est. Non, ce n'avait pas été un rêve. Je descendis à la salle à manger et attaquai une belle portion de saucisses et de bacon pendant que mon maître interrogeait de nouveau notre hôte sur nos ennemis, les mages caprins. Je n'écoutais leur conversation que d'une oreille. J'avais hâte d'être seul avec Alice pour pouvoir la questionner. Grimalkin allait-elle enfin nous rejoindre? Serait-elle là avant que nous perdions de la protection de la fiole de sang? Pourquoi Alice n'avait-elle rien dit à l'épouvanteur? Je ne m'expliquais pas son comportement, et cela me tourmentait. J'ai envie de prendre l'air, dis-je en me levant. Je vais faire un tour avec les chiens. Ils ont besoin d'exercice eux aussi. Je viens avec toi, s'écria Alice. C'était ce que j'attendais. Elle ne pouvait rester loin de moi et de la fiole de sang. Ne vous éloignez pas trop de la maison, nous conseilla Shay. On est à l'abri à Kenmar. Cependant, même si les gardes surveillent tout ce qui vient de la ville, les alentours ne sont pas sûrs. Nos ennemis ont certainement un œil sur nous. Oui, sois prudent, petit, enchérit l'épouvanteur. Nous connaissons mal ce pays et les dangers qui nous guettent. J'acquiesçai et quittai la salle en compagnie d'Alice. Après être passé par les chenilles pour prendre griffes, sang et os, nous franchîmes bientôt le portail. Nous suivîmes à grands pas un chemin qui descendait. C'était une belle matinée ensoleillée, comme on ne pouvait en espérer de meilleure en cette fin d'hiver. Les chiens couraient en tête, flairaient toutes les odeurs et aboyaient joyeusement. Surveillant d'un œil tout proche, toute approche, intempestive, nous entrâmes dans un petit bois où le sol était encore couvert de gelée blanche. Je m'arrêtai sous les branches dénudées d'un sycomore et j'en vins directement au point qui m'intéressait. J'ai entendu chanter devant ton miroir cette nuit, Alice. Je suis entré dans ta chambre et j'ai vu que tu contactais Grimalkin. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Est-elle en route? Je m'étais cependant efforcé de dissimuler mon irritation. Alice parut déconcertée. Elle se mordit à la lèvre. Désolé, Tom, j'ai pensé qu'il valait mieux attendre pour t'en parler. Je n'ai pas de bonnes nouvelles. Quoi? Elle va pas venir? Si, elle viendra, mais pas tout de suite. Les troupes ennemies ont envahi Pendle et tenté de détruire les clans de sorcières. Au début, ça s'est bien passé pour eux. Ils ont brûlé quelques maisons et tué un certain nombre de sorcières. Au crépuscule, les clans se sont unis pour faire monter un épais brouillard. Ils ont poussé les hommes terrifiés vers la combe aux sorcières, où la plupart ont trouvé la mort. Les sorcières ont bien festoyé cette nuit-là. Néanmoins, ça n'a pas suffi aux Malkin. Elles ont envoyé Grimalkin aux trousses du commandant en chef, qui s'était réfugié au château de Caster. Grimalkin a escaladé les remparts à minuit et l'a tué dans son lit. Elle lui a pris ses pouces et a écrit une malédiction sous les murs de sa chambre avec son sang. Cette nouvelle me fit frissonner. La tueuse des Malkin était impitoyable et pouvait faire preuve d'une extrême cruauté quand la situation l'exigeait. Mieux valait ne pas être son ennemi. Après cela, sa tête a été mise à prix et tous les soldats au nord de Prieston sont maintenant à sa recherche, poursuivit Alice. Elle espère gagner l'Écosse et de là prendre un bateau pour l'Irlande. Ça ne m'explique toujours pas pourquoi tu ne m'as rien dit. Pardon, Tom, j'ai pensé qu'il valait mieux garder les mauvaises nouvelles pour plus tard. Elles ne sont pas si mauvaises. Grimalkin est libre et même si elle a pris du retard, elle est en route. Alice contempla le bout de ses souliers pointus. Il y a autre chose, Tom. Je ne peux pas te le cacher plus longtemps. Grimalkin est inquiète pour toi. Elle veut détruire le malin, mais elle a besoin de ton aide. Elle croit aux paroles de ta mère, que tu trouveras le moyen d'en finir avec lui. Or, une scruteuse l'a avertie. Tu es en danger. Tu risques la mort de la main d'une sorcière morte. Quoi, tu veux dire? Oui, la sorcière celle dont tu parlais. Celle que le vieux Orquite a tuée. Grimalkin dit qu'elle est revenue et qu'elle te cherche. Les images de mon cauchemar surgirent aussitôt dans ma mémoire. Était-ce un avertissement? Était-ce pour ça que je refaisais ce rêve nuit après nuit? Je secouai la tête. C'est impossible, Alice. Elle ne peut pas revenir. Bill Orquite a donné son cœur à manger à sa chienne. Tu en es sûr? Grimalkin est persuadé d'avoir raison. J'étais là. Je l'ai vu lancer le cœur à Griff qui a été laissé petit. Une sorcière qui a été pendue peut revenir une fois morte. Il n'y a que deux façons de s'assurer qu'on ne la reverra pas. La brûler ou lui arracher le cœur et le manger. Voilà pourquoi Bill Orquite donnait toujours le cœur des sorcières d'eau à ses chiens. La méthode avait fait ses preuves. Cette sorcière n'avait aucune possibilité de retour. Te souviens-tu du rêve que je t'ai raconté, Alice? Elle hocha la tête. Eh bien, je refais ce cauchemar avec toutes les nuits. Le corbeau, la chapelle où je peux toujours retrouver refuge, puis l'oiseau qui se change en femme. Pas de doute, c'est la Morrigan. Mais pourquoi la Morrigan prendrait-elle les traits de la sorcière morte? Parce qu'elle veut se venger. Utiliser le visage de sa servante serait une façon de t'avertir. Je n'aime pas te dire ça, Tom, mais ce n'est peut-être pas un simple cauchemar. J'approuvai de la tête.
Si effrayant que ce fût, ça paraissait probable. C'était une mise en garde de la Morrigan, l'une des plus sanguinaires déesses parmi les anciens dieux. J'étais assailli de pressentiments. Non seulement la cérémonie rituelle des mages caprins approchait, mais la menace que représentait la Morrigan était plus tangible que jamais. Du moins, étais-je soulagé de savoir que Grimalkin allait nous rejoindre, même si son arrivée annonçait un autre défi, la tentative d'entraver le malin. Nous aurions bientôt 3 puissantes manifestations de l'obscur à affronter en même temps. Je sortis de ma poche la fiole de sang et levai dans la lumière pour l'examiner. La fiole n'était-elle pas plus longue? Je l'attendis à Alice. Qu'en penses-tu? Demandai-je avec inquiétude. Alice étudia longuement le flacon, le tournant et le retournant entre ses mains. Enfin, elle me le rendit. La fissure s'est un peu allongée, admit-elle. Mais elle ne fuit plus. Ne t'inquiète pas, Tom. Dès que Grimalkin sera là, nous entraverons le malin et nous n'aurons plus besoin de cette fiole. Nous retournâmes à la maison, à pas lents. Les chiens sur le talon, les nuages qui montaient de l'ouest cachaient le soleil. Le beau temps était passé, l'air sentait la pluie.